Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans InfraSquat. Après avoir découvert les bases de Linux à travers les précédentes séquences, il est maintenant temps de passer à la pratique. Dans ce TP fil rouge, vous allez vous mettre à la place d'un administrateur système junior qui vient d'intégrer l'équipe infrastructure d'InfraSquat. Votre mission sera simple, prendre en main un nouveau serveur Linux, l'analyser, le sécuriser, mais aussi gérer les utilisateurs et ainsi la configuration des accès SSH, ainsi que préparer son exploitation. Au fil des exercices, vous allez réutiliser l'ensemble des notions vues depuis le début de la série dans un scénario proche de ce qu'on rencontre dans l'entreprise. Nous allons maintenant ouvrir notre terminal, préparer notre environnement de travail et voir ce que ces premiers défis nous révèlent. À tout de suite. Nous allons commencer par nous remettre dans le contexte. Ici, bienvenue chez InfraSquat. Vous venez d'intégrer l'équipe infrastructure en tant qu'administrateur système junior. Votre responsable vous confie une première mission, préparer, sécuriser et rendre opérationnel un nouveau serveur Linux destiné à héberger les futures applications de l'entreprise. Votre objectif sera de prendre en possession du serveur étape par étape et de le rendre prêt pour la production. Donc nous allons voir déjà cette première partie. Donc prise en main du serveur. Donc identifier la distribution Linux utilisée, afficher les versions du noyau, le nom de la machine et les ressources disponibles. Ainsi qu'à la fin, on va faire une petite documentation dans un rapport de mission.txt. Il faut savoir que avant même de commencer à travailler dans un serveur, il faut toujours aller l'examiner, voir c'est quoi ses caractéristiques techniques, en l'occurrence c'est quoi son système d'exploitation, sa version du kernel, son hostname, c'est quoi le nom de l'IP et le nom FQDN de la machine, donc le nom du serveur. On va voir aussi il a combien de RAM, le disque dur combien, il a combien de mémoire, mais aussi le CPU, d'accord? Il y a différentes commandes pour ça. Donc nous allons nous connecter avec WSL sur notre machine virtualisée afin d'examiner tout ça. Super, donc là on met WSL, on se connecte. Là, je préfère revenir sur mon répertoire courant. Et là, on peut commencer. Donc ici, j'aurai ma machine qui va s'appeler resac@machine. Donc parmi les premiers réflexes, qu'est-ce qu'on va faire? On va déjà voir la commande qui permet d'afficher le nom de notre système d'exploitation. Hop, etc, ensuite OS, et là release. Et on va afficher. Donc ici, on voit bien qu'on a une série d'informations. On a pretty name, on a le name, donc le pretty name, on est sur la Ubuntu 26.04 LTS, sur la version stable, LTS veut dire stable. Donc après, on a la version et on a d'autres informations, voilà. Ensuite, on va aussi avoir la commande uname, d'accord? Celle-ci, elle va nous permettre d'afficher la version de notre kernel. Donc on voit bien qu'on est sur cette version-là. Super. On va aussi avoir la commande hostname. Hostname, si elle s'affiche, voilà. Et du coup, notre hostname, c'est bien machine parce que c'est bien ici après le arrobas. Pour rappel, avant le arrobas, donc à gauche de arrobas, c'est le nom d'utilisateur et après le arrobas, c'est le hostname. Et derrière ce nom machine, en fait, il y a aussi une adresse IP. Donc il y a deux façons de représenter une machine, soit en adresse IP, soit en nom FQDN. Donc c'est la traduction de l'adresse IP en langage humain, en l'occurrence le français, l'anglais ou n'importe quelle autre langue. On va aussi avoir la commande de free. Donc freem, c'est pour voir un petit peu la RAM disponible totale, combien elle est utilisée, combien elle est libre, etc. Est-ce qu'elle est partagée ou pas, le cache, des choses comme ça. Donc si je fais ça, ici on va avoir une meilleure représentation. Pour juste petite attention, pour le swipe, on fait pas très attention pour le moment. On va juste se concentrer sur cette section-là. On voit bien qu'on a presque 8 Go de RAM. On a utilisé à peu près 600 mégas et on a à peu près 6 Go 300 de libre. À savoir que cette machine-là, elle est virtualisée sur notre machine Windows. Donc il est normal d'avoir moins, enfin c'est-à-dire si on soustrait 7500 moins 600, donc c'est normal de pas trouver ça parce qu'il y a aussi de la RAM
qui tourne derrière. D'accord? Super, on va continuer notre investigation. Donc on a aussi la commande df et h. Donc h pour human pour afficher donc les tailles ici en giga ou en méga et pas en bytes. Donc ici, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir pareil, ici c'est des labels. Donc les file system, c'est quoi le nom de nos disques, d'accord? Ici, où ils sont montés. Ici, combien ils sont utilisés, combien d'espace en pourcentage qui est occupé. Voilà. Donc ici, on va avoir notre disque sur notre machine Linux. Donc il est monté sur /dev/ssd, SSTD plutôt. Donc là, on voit bien qu'on consomme 1% de l'espace. On a aussi notre machine Windows qui est montée ici. On voit bien qu'on a consommé 542 Go sur les 600. Si on vient ici, on voit que c'est à peu près ça. D'accord? Euh, donc on voit bien qu'on a 141 Go de disponible. Et effectivement, on a à peu près 141, 142. Donc voilà. On a consommé 80% de notre espace disponible. Et après, on a plein d'autres informations utiles. Donc, après, on peut voir le CPU, on peut faire un ls pour liste et CPU, d'accord? Ici, on a d'autres informations sur le CPU. Quel type de virtualisation qui a été utilisé. Donc, on voit bien qu'on utilise une virtualisation de type Microsoft parce que notre machine est dessus. Ici, on peut voir voilà, certaines informations, notamment sur notre CPU. Ici, notre CPU, enfin plutôt le modèle de notre CPU, voilà. Combien il y a de threads, de cœurs, des sockets, machin, etc. Donc ça, c'est des bonnes pratiques à faire lors d'exploitation d'une nouvelle VM. Donc c'est très important de savoir sur quel type d'environnement. À savoir que souvent en entreprise, il y a aussi ce qu'on appelle une DET, document exploitation technique, ou DAT. Donc c'est là, DAT c'est pour document architecture technique, c'est pour voir sur un document de type Word par exemple, ou sur un site de documentation, on va voir nos machines avec différentes caractéristiques. Mais c'est toujours intéressant d'aller entrer, vérifier par soi-même sur quel type de machine on est en train de travailler. Donc ceci étant dit, donc on peut faire un clear. On a vu sur tout ça. Donc là, il est temps d'enregistrer ces informations dans un rapport de mission TXT. Donc on peut créer la commande touch. Avec touch, on va pouvoir créer un fichier. Donc ici, on peut faire un petit ls pour voir ce qu'il y a ici. OK. Donc on peut faire par exemple mkdir, on peut créer un dossier. Dans le dossier, on va s'appeler infrasquad investigation, par exemple. D'accord. On va rentrer à l'intérieur de ce dossier. Là, on va créer un fichier qu'on va appeler du coup, comme c'est indiqué ici, ça va être rapport mission.txt, d'accord? Voilà, rapport mission.txt. Super. Donc ici, on va faire un petit clear. Ici, on va commencer à enregistrer ces informations. Donc au tout début, on avait parlé donc du nom de l'OS par exemple. Donc là, on peut faire un écho, d'accord? On va écrire ici rapport de mission Linux, ok? Et on va faire un symbole comme ça. On peut faire un symbole comme ça pour dire qu'on veut injecter cette information à l'intérieur du fichier qui a été créé. Rapport mission. Ok. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Ça. Alors on va faire un petit cat pour voir ce qui affiche dans nos. Ah, cat c'est pour afficher le contenu du fichier. On a aussi la commande less. Je préfère less, mais c'est pareil en vrai, hein. Donc ok. Ici on voit bien qu'on a rapport de mission. C'est du texte. Ok. Deux points Q pour sortir. On a 4, c'est pareil, ça affiche la même chose. Ici, on voit bien rapport de mission. Donc effectivement, à l'intérieur de ce fichier-là, on voit bien qu'il y a l'information qu'on a saisie au tout début. D'accord? Super, on va continuer.
Donc maintenant, on va insérer de nouvelles informations. On va faire un écho, par contre, avec l'option "-e". "-e", c'est pour dire qu'on va rajouter quelque chose d'autre, mais on va revenir à la ligne, d'accord? Donc quelque chose d'autre qu'on va rajouter. Donc ici, avec ça, ok. C'est pour revenir à la ligne. Ici, on va faire distribution de points. Et là, on va faire... Alors, pourquoi ces deux symboles-là au lieu d'un seul? Parce qu'en fait, au début, quand on insère une première information, on va l'insérer directement avec avec ce symbole supérieur. Par contre, quand on souhaite rajouter des informations, c'est-à-dire la première fois, on peut se permettre de faire ça parce que le fichier était vide, mais pour rajouter une information, c'est toujours avec deux symboles supérieurs. Parce que si on met un seul symbole supérieur, ce qui va se passer, il va écraser le contenu de départ. D'accord? Donc c'est très important de mettre ça pour rajouter sur ce qui existe déjà. Donc là, on va reprendre notre fichier, éco-distribution, mais le souci c'est que normalement ça devrait fonctionner comme ça. Donc, rapport. Ok, super. Oui, du coup je disais. Donc là, on est arrivé à distribution. Donc là, cette distribution, on souhaite lui ajouter une information. Donc l'information, elle était où? On avait dit qu'elle était dans etc/os release. Donc là, on peut faire un cat, d'accord? Un cat de etc os release. Et là, on fait un pipe pour prendre l'information qui nous intéressait. C'était quoi? C'était pretty name, d'accord? Ça, c'était une information qu'on avait trouvée tout à l'heure, donc sur ici. Donc on peut faire ça. On va insérer cette information dans le rapport. OK? Donc on va voir qu'est-ce qui va se passer. Donc ici on a quoi? On a rapport de mission Linux. Ensuite on a distribution. C'est quoi la distribution? On a cette information. D'accord? Elle s'est ajoutée. Comment elle s'est ajoutée? Parce que justement ici c'est comme si on imprime ce fichier. OK? Quand on imprime, c'est-à-dire je vais refaire ça, on va juste l'imprimer que vous allez voir ce qui se passe. C'est comme si on avait imprimé ça. L'information qui nous intéresse, c'était celle-ci. Donc on fait un grep. Grep, c'est pour chercher donc, du texte dans un fichier. Donc l'information qui est sortie, on a pris ce nom-là, donc il l'a bien identifié. Et ensuite j'insère, je rajoute, c'est-à-dire je rajoute l'information dans mon rapport. Ok? Donc voilà ce que fait cette ligne-là. Ici, on voit bien un truc très intéressant. Ici, on voit bien cet espace-là. Cet espace-là, il est provoqué par le "-e". D'accord? Donc voilà. Donc là, nous allons continuer notre investigation. Donc on va encore compléter notre rapport. Donc tout à l'heure, on avait travaillé sur distribution. Là, on va, donc pour rappel, c'était ça. D'accord? Donc là, on va compléter notre fichier. On va faire un autre écho. D'accord? Ici, E, OK, version du noyau. On fait un deux points comme ça. Et là, dans notre rapport. OK, donc si on fait un 4 sur notre rapport, on voit bien que cette ligne-là, elle s'est ajoutée. Donc là, on souhaite sauvegarder cette ligne. Donc là, on fait un uname-r. Et là, on va sauvegarder, puisqu'il y a une seule information dans ce, dans ce, avec cette commande. Donc là, on va directement la sauvegarder. OK. Pourquoi il y a une seule information? On va encore retaper ici pour voir. On voit bien qu'il n'y a qu'une seule information. C'est pour ça qu'on se permet directement de la sauvegarder ici. D'accord? Donc si on refait un cat, on voit bien que on a toutes ces informations. Et on va continuer ainsi de suite jusqu'à ce qu'on complète tout notre fichier. Donc là, je vais vous mettre ici, hop, ici, moi j'avais un papier peint, j'avais toutes mes commandes à côté. OK? Donc là, on a
toutes mes commandes d'investigation et ensuite à côté on va avoir, un fichier, enfin une sorte de code pour pouvoir trouver toutes les informations. Donc là, je vais vous faire un récap. Donc là, les deux là, on les a vus, il reste hostname, free et tout ça. Donc même chose ici. Donc pour la version du noyau, c'est réglé. Donc on va revenir au nom de la machine. Le nom de la machine, on fait un autre écho, un tiret "-e". Alors juste tout à l'heure, j'avais dit que tiret "-e", c'est ce qui permettait de revenir la ligne. C'est pas exactement le cas. Tiret "-e", en fait, il permet de traduire comment on appelle ça? Ces échappements, je crois, ça s'appelle comme ça, les slash là, les slash n par exemple, où il y a d'autres slash. Donc il permet de traduire ça et d'exécuter leur vraie fonction. En l'occurrence, anti-slash n permet de revenir à la ligne, d'accord? En fait, si on mettait pas le tiret "-e" là, ce qu'il va faire en fait, il va juste écrire en chaîne de caractères anti-slash n, alors que nous, on veut le anti-slash n, on veut que ça revienne à la ligne. C'est pour ça qu'on a mis E. Je vous invite aussi à aller chercher sur Internet plus de détails sur le tiret E, option tiret E. Donc super, donc là on fait la même chose, donc on revient ici. Ok, donc là on va revenir sur écho nom de la machine, ouais c'est là, ok, écho nom de la machine, parfait, super. Donc là on fait un hostname comme ça, on fait un cut sur le rapport, parfait. On voit bien que le nom de notre machine est égal à machine. Parfait, donc là on va juste faire un copier-coller à chaque fois. Les commandes sont à peu près la même chose, hein. Ok? Sauf que là, je pense qu'il va y avoir énormément d'informations. On n'a peut-être pas besoin d'autant d'informations, mais bon. Ok? Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On va voir pour la mémoire disponible, on va voir tout ça. Alors, un exercice qui serait peut-être sympa de faire de votre côté, au lieu d'afficher toutes ces informations, peut-être que ce serait bien d'afficher uniquement cette ligne-là, et avec cette colonne et cette colonne peut-être. Et en évitant d'afficher les trois autres colonnes. C'est intéressant à faire comme exercice de votre côté. Donc là, on continue. Un autre écho sur espace disque, ok. Donc là, on fait un df surtout, ok. Hop, on refait un rapport pour voir un cat. Là, on voit qu'on a encore toutes ces informations. Ici, pareil, hein, c'est pas nécessaire d'afficher tout ça. On peut afficher juste ce qui nous intéresse. Euh, et après, pareil ici. Hop, écho, et ensuite un LCPU comme ça. Pour sauvegarder, on fait un rapport. Donc on fait un petit tour ici. Rapport. Oh, pardon. Rapport comme ça. Ici encore, on voit bien que c'est énormément d'informations. Pardon. Donc moi, je vous invite plutôt à trier les informations et je vous suggère d'aller chercher les commandes appropriées pour ça. Vous trouverez très facilement ça sur Internet ou même avec l'intelligence artificielle. Voilà, voilà, voilà. Donc par rapport à cette première mission, donc on a vu comment générer un rapport de mission. Et c'est avec ça en fait qu'on va pouvoir aller documenter notre DUT, document exploitation technique, et éventuellement même partager ces informations avec nos collègues. On se retrouve dans la deuxième séquence pour la partie 2. Passons à la suite du TP. Donc nous allons aborder la partie 2, organisation de votre espace de travail. Créer une arborescence de travail composée des répertoires, scripts, logs et sauvegarde. Sauvegarde des documents. Créer également plusieurs fichiers de travail destinés à la suite de la mission. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va créer 3 dossiers, ou plutôt 4. Donc ce sera script, logs, sauvegarde et documents. Par la suite, nous allons également créer des fichiers à l'intérieur de ces dossiers. Donc nous pouvons créer maintenant des dossiers. Pour rappel, ça va être la commande mkdir. Donc pour make directory, on peut utiliser le "-p" pour pouvoir utiliser plus d'options, enfin pour aller plus loin pour la commande mkdir. Parce qu'habituellement, si on fait juste mkdir, enfin un dossier, on ne peut pas créer directement un dossier à l'intérieur de ce dossier. Mais avec la commande "-p, on va pouvoir faire ça.
Il me semble que -p c'est pour privilège, si je dis pas de bêtises. Donc ensuite on peut faire des accolades pour créer, c'est-à-dire un dossier, enfin plusieurs dossiers à l'intérieur d'un même dossier. Donc là, je vais juste mettre ça comme ça. Donc ici, on va créer un dossier qui va s'appeler script, ok, virgule, logs, sauvegarde, ok, et aussi document. Donc ce que permet cette commande, donc elle va dire qu'elle va créer un premier dossier qui va s'appeler mission Linux, slash, donc à l'intérieur de ce dossier, il va y avoir un autre dossier qui va s'appeler script, un autre dossier logs, sauvegarde et document. D'accord? Et tout ça, on va pouvoir utiliser ça avec -p. Donc je vais juste enlever le -p pour que vous puissiez voir que cela n'est pas possible. D'accord? C'est pas possible. Par contre, si on rajoute un -p, privilège, ça fonctionne. Donc si on fait un ls, on voit bien que on peut entrer à l'intérieur de mission. D'accord? Donc maintenant, on va pouvoir créer enfin, on va créer un fichier maintenant à l'intérieur du dossier document. Pour rappel, voilà, on voit bien que nos trois dossiers ont été créés. Donc on fait un autre dossier ici, touch, notre fichier, pardon, rapport.txt par exemple, ou pas ici directement, à l'intérieur de document, rapport.txt, d'accord. On peut aussi faire la même chose avec logs, donc notre fichier incident, ici par exemple, .log, ok. Et aussi à l'intérieur de documents, on va faire notre fichier qu'on va appeler note. Ok, excellent. Si je fais ls, on voit ça. On va les dossiers, si on fait un ls, c'est-à-dire un récursif, pour pouvoir voir à l'intérieur de ces dossiers-là, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'à l'intérieur du dossier document, on va avoir deux fichiers. À l'intérieur du dossier logs, on va avoir un seul fichier. Dans sauvegarde, il n'y a rien. Dans script, il n'y a rien. Pour le moment, c'est l'arborescence qu'on aura créée. On va essayer avec la suite des missions, pouvoir faire des choses un peu plus sophistiquées. Nous passons maintenant à la partie 3, qui va être analyse d'incidents. Ici, ils nous disent des erreurs sont signalées dans des journaux applicatifs. Recherchez les fichiers de logs, identifier les lignes contenant des erreurs et isoler les messages critiques à l'aide de la commande Linux appropriée. À l'aide des commandes Linux, pardon. Déjà dans un premier temps, comme en fait on n'a pas encore d'application, on va essayer de simuler des applications. Donc ici on va déjà créer des fichiers logs, d'accord? Donc on est où ici? OK, donc on est là, donc heu, pris des commandes ici. OK, préparer des commandes. Donc pour rappel, on va faire ici, on est là. Donc je vais faire un écho ici, je vais juste faire, un écho applicatif. Donc juste un message pour dire que l'application a démarré et je vais enregistrer ça dans logs, d'accord? .log. Je mets OK, d'accord? Donc si je vais dans le dossier logs, je vois qu'il y a un nouveau fichier qui va s'appeler app-logs, d'accord? Et si je rentre à l'intérieur, je vois bien qu'il y a bien, mon message qui est affiché que j'ai mis ici, d'accord? Parfait. Donc là, on va simuler aussi une erreur, pareil, OK. Donc ici à l'intérieur du même fichier, donc théoriquement, OK, parfait. Donc ici, ils nous disent par exemple l'erreur de connexion base données, par exemple. Ici, même chose. Donc ici, on dit qu'il y a par exemple un problème d'espace qui est critique. Ici, notre fichier ici. Donc maintenant, dans logs, il va y avoir 2-3 types de logs. Si je fais un ls dans logs, on voit bien qu'on a un incident qu'on a créé initialement. On a un nouveau fichier qui va s'appeler système. Ici, on lui a mis l'information info système OK. Ici, dans app, il va y avoir les séries d'informations qu'on lui a saisies. D'accord? Super. Donc là, admettons qu'on est maintenant quelque part sur notre système. On est par exemple dans notre répertoire courant. OK? Et nous, en fait, on est nouveau sur la mission, on ne connaît pas où est-ce qu'elle est située notre application. Donc dans un premier temps, si
on n'a vraiment aucune idée, de quel type de service on utilise. Par exemple, on ne sait pas si on utilise serveur Apache ou peut-être quel type de base de données, Nginx, plutôt MariaDB ou MySQL, Postgre, on ne sait pas en fait. Donc, l'un des premiers réflexes, c'est de chercher déjà des logs aléatoirement sur notre VM, d'accord? Ce qui permet en fait de déjà voir s'il y a des erreurs, pas forcément que dans notre applicatif, mais même dans notre VM, hein. Donc il y a une commande prévue pour ça, donc ça va être la commande de find, donc c'est pour chercher en français. On fait un point pour dire que voilà, on va chercher dans notre répertoire courant. Après il y a aussi une autre façon de chercher. Name, ok, et donc là on fait deux accolades comme ça. On fait un espace, plutôt un étoile pour dire tout, d'accord? Et puis là on va mettre lock. Ok, ok, super. Donc ici, qu'est-ce qu'elle fait ici? Ce find, il va chercher à partir du répertoire courant, il va chercher tous les fichiers avec le nom, c'est-à-dire n'importe quel nom, le étoile pour dire tout, n'importe quel nom, point, loc. Donc c'est des fichiers qui vont se finir avec loc, d'accord? Donc qu'est-ce qu'il va faire ici? Donc on voit bien qu'il cherche partout. On voit bien que ici, le fichier .cache, donc si je fais un ls, effectivement il n'y a pas. Si je fais un ls, -a pour voir les fichiers cachés, donc normalement il doit y avoir un fichier, voilà, il est là, d'accord? Donc il va chercher tous les logs, ici on voit bien qu'on a des logs de Ubuntu, à cause d'un cache, probablement une erreur par le passé, et puis on a nos fichiers, il les a trouvés, d'accord? Donc voilà. Ensuite, admettons maintenant, on a trouvé ces logs-là, mais nous, on veut pas avoir tous les logs en fait, on veut voir des logs qui contiennent le terme error, d'accord? Donc qu'est-ce qu'on peut faire par exemple? Puisque maintenant on a plusieurs fichiers et on voit ici par exemple, ici dans le log ici, hein, parce qu'on voit bien que notre applicatif il tourne ici. Donc il y a app, système, des choses comme ça, incident, ok? Donc nous, on veut voir à l'intérieur de ces trois fichiers, est-ce qu'il y a un terme error qui affiche quelque part. Donc on va utiliser une commande qui va aller entrer dans ces fichiers un par un et qui va chercher du texte finalement pour identifier le terme error. Donc on va utiliser la commande grep en spécifiant le terme qu'on souhaite spécifier. Donc ici en l'occurrence ça sera error. Et ensuite on va aller dans ce chemin-là, parce qu'ici on a trois chemins. Donc on va aller dans infrasquad, ok, investigation, ensuite mission, donc c'est là. Ensuite dans logs, ok. Ensuite on va mettre étoile, point, oups là, point lock. Donc là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller chercher le terme error dans ce chemin-là, dans tous les fichiers. Et si je fais OK, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit il a trouvé un fichier dans app.log, c'est indiqué error, et là, ça nous dit le message d'erreur qui va être connexion base de données. Et en fait, ça, c'est même dans la vraie vie, c'est comme ça. Si on a un problème avec notre serveur de base de données, on peut aller directement inspecter ces erreurs. Et donc, on va utiliser un grep comme ça. Il va aller chercher ce terme-là à l'intérieur de la base de données, tout simplement. De même, avec le terme critique, donc critical en anglais, on va utiliser pareil, ici, critical. Pareil, il nous dit là, il y a ce fichier-là, il indique qu'il y a un problème avec l'espace qui est saturé. Voilà. On peut également combiner pardon, la commande find et la commande grep. Il y a une commande encore plus puissante, c'est une combinaison. On va faire un find, point, name, d'accord? Ici, on fait ça, point, logs. Donc il va chercher tous les fichiers qui commencent avec quelque chose, mais qui finissent avec extension .log.
OK? Ensuite, on va rajouter un exec, donc il va exécuter dessus la commande, error, tout simplement. Donc error, hop, oups, pardon, comme ça. Après ça, c'est la syntaxe standard de la commande, elle est faite comme ça. Heu, c'est quoi l'erreur ici? Ah oui, je crois que c'est parce que j'avais, qu'est-ce que j'ai fait ici? Je pense que c'est ouais, je pense que c'est ça. Ah bah, du coup, là, il trouve rien. Pourquoi il ne trouve rien? Mmh. Si je fais, par exemple ah bah, voilà, c'est pour ça. Parce qu'en fait ici, j'avais mis erreur donc en minuscule alors que lui, il voulait une majuscule. Je pense qu'il y a même moyen ici, au niveau de la commande de dire: «Si j'ai écrit du texte en minuscule, cherche majuscule» ou bien «cherche minuscule et majuscule». Donc là, on voit bien qu'il a trouvé, quelque chose, d'accord? Donc super, il y a même aussi moyen d'avoir une autre commande, de regrouper comme ça pour avoir un chemin comme tout à l'heure, ici. Donc voilà par rapport à cette investigation, pour trouver, un incident. Passons maintenant à la partie 4 des variables d'environnement. Là, ils nous disent, configurer les applications app-env, app-name, app-version. Vérifier leur, fonctionnement, puis les rendre permanents afin qu'ils soient disponibles après une reconnexion. En fait, ici, quand on dit reconnexion, on ne parle pas forcément de l'applicatif, mais plutôt de la VM, en l'occurrence, la machine virtuelle, celle-ci. Par moment, on peut redémarrer notre VM ou notre ordinateur, notre serveur aussi, où il y a plusieurs termes pour ça. Et donc, si ces variables d'environnement ne sont pas persistantes, on risque de perdre tous ces valeurs toutes ces valeurs. Donc ce qu'on va faire, on va déjà dans un premier temps configurer ces variables de telle sorte à ce qu'elles soient reconnues par le système. Mais en plus de ça, on va se dire que même si notre système il, redémarre, il va toujours charger ces valeurs, il doit les garder en mémoire. D'accord? Sachant que habituellement une variable elle est pas persistante. C'est-à-dire que dès que on redémarre l'ordinateur ou autre, parce qu'elle est chargée généralement dans la RAM. Nous, on veut qu'elle soit ancrée dans la mémoire disque. OK? Donc super, donc là, on nous demande, des variables d'environnement pour ces 3 valeurs. Donc ici, on va utiliser le terme export, donc c'est pour dire que cette variable-là, elle va être de type variable d'environnement et non variable locale. Donc variable d'environnement, app en majuscule, env, et là, on va dire par exemple production. OK? Là, on fait notre export. Ici, on fait app name. Oula, name. Et là, on va faire infra squat. Et là aussi, même chose. App version. Et là, on met par exemple 1.0. Là, si je fais un écho de. Attends, je me rappelle plus comment on fait. Peut-être avec ça, non? Ah ben voilà. Avec un echo dollar, ensuite le nom de la variable d'environnement, il va me print, il va m'imprimer, m'afficher donc la valeur associée. Donc de même, si je fais ça avec version, et après ça c'est un fonctionnement classique, version allez, avec un petit n, normalement il devrait m'indiquer une erreur. Donc il n'y a rien, effectivement. Si je fais n majuscule, il y a bien 1.0, d'accord? Donc super de ce côté-là. Donc maintenant, ces variables-là, elles sont bien dans notre système. Tant que la machine elle tourne, ces variables vont être persistantes. Par contre ces valeurs. Par contre, si on redémarre l'ordinateur, bah, la RAM elle va être vidée et du coup, ça ne sera plus disponible. Là, j'aimerais vous vous sachiez que vous preniez compte de l'existence d'un fichier qui va être, ce qu'on appelle le bash RC. Le bash RC c'est quoi? Donc c'est un fichier, caché. Normalement il doit être quelque part ici. Ouais, il est dans notre répertoire courant.
Donc ls d'un fichier caché, donc on fait un ls-a. Il est où? Il est où? Il est où? Bash rc, hop, c'est celui-ci. Ok. Donc si je fais un cat.bash rc, ok. Donc ici on va voir qu'il y a un tas de choses. Parmi ces choses-là, justement, ce qu'on dit ici, on va dire que dès que l'ordinateur il redémarre, ce sera le fichier qu'il va exécuter en premier pour recharger toutes les données de l'ordinateur. Donc en fait, l'idée c'est de faire quoi? C'est de faire persister ces informations à l'intérieur de ce fichier. Comme ça, dès que l'ordinateur redémarre, il va intégrer cette valeur-là et va la recharger à chaque fois. C'est pas à nous de lui spécifier ça à chaque fois, d'accord? Donc c'est ça qu'on va lui dire. Donc on revient ici, on va prendre toujours la commande echo. On fait un export du coup de les variables qu'on a fait de tout à l'heure. Donc env. Ensuite ici on avait dit c'est des productions. OK. Et là on va spécifier le chemin de notre fichier. Il est dans le répertoire courant. Le tilde là il veut dire répertoire courant slash pour on va mettre pour point parce que pourquoi point c'est un fichier caché. Bash rc et c'est bon. Donc normalement si je dis pas de bêtises, si voilà. Notre export, il est bien présent dans le bash rc. La prochaine fois que le fichier il va redémarrer, ici, il va redémarrer, plutôt à chaque fois, la prochaine fois que notre machine virtuelle elle redémarre, il y aura ce bash rc qui va être exécuté par le système parce que dans tous les cas il sera exécuté. Et directement quand il va lire, il va lire, il va lire, à la fin du fichier, il va voir qu'il y a bien une variable d'environnement ici. Il va la sauvegarder. Ok? Ok, parfait. Donc là, on peut faire la même chose. Là, j'ai préparé une commande pour ça. Hop. Pareil, pareil. Et après, il y a une commande qui permet de recharger le fichier actuel. Ça sera source, celle-ci, source, pour appliquer toutes les modifications. Donc source tilt pour répertoire courant, on va juste spécifier le chemin de ça. Et du coup, là, on va avoir bien nos variables d'environnement qui sont bien configurées et qui persistent dans le système d'exploitation. Maintenant, on va passer à la partie 5, sécurisation des fichiers. Un audit révèle des permissions trop permissives. Corriger les droits sur les documents, scripts et fichiers sensibles. Justifier les permissions appliquées. Donc là, on va passer aux documents. Donc on va voir des cas concrets. Donc infrasquat. Ok, mission. ls. Parfait. Donc ici, il faut qu'on suive une certaine logique. Lorsqu'on parle de documents, des documents, il y a un propriétaire qui va les écrire, enfin qui a la capacité d'écrire, éditer, supprimer, lire, etc. Donc, dans certains cas, dans la plupart des cas, enfin, ça dépend des cas en vrai, mais disons que les documents à la base sont faits pour être lus. Donc, que ce soit par le propriétaire ou pour d'autres personnes. Par contre, les autres personnes, ils ne sont pas censés les éditer. C'est-à-dire un client, par exemple, quelqu'un qui visite notre site, il n'est pas censé éditer un document. Mais par contre, il peut effectivement lire, afficher un document chez lui et pouvoir le lire. Donc ici, les permissions qui sont appliquées ici seront certainement différentes des permissions qui vont être dans sauvegarde. Les sauvegardes sont des choses très, très pertinentes, donc on va essayer d'éviter d'exposer ça. On aura des scripts, les scripts, tout dépend de ce que fera le script. Mais ici, on prendra comme exemple, le propriétaire pourra éditer le script, le lire et l'exécuter. Par contre, un visiteur, il va pouvoir l'exécuter seulement et il va pouvoir le lire, mais pas pouvoir l'éditer. Parce que si il est capable de l'éditer, dans ce cas-là, il peut faire des scripts malveillants et péter notre système. D'accord? On peut, voilà, on va déjà prendre ces cas-là. On va utiliser des permissions pour ça. On va utiliser un chmod.
chmod, donc déjà on va vérifier est-ce que notre document il a quelque chose. On voit bien qu'il a rapport.txt et note.txt. Du coup, c'est nos deux documents, donc les gens peuvent aller lire sans souci ces deux fichiers. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Ici, on va utiliser la commande chmod, on a vu déjà ça sur l'une de nos vidéos, qui va changer les permissions d'un fichier, enfin permissions et droits d'un fichier. Donc ici, on va spécifier notre dossier, donc ça sera document, slash, ensuite ici on peut mettre tout, .txt. Et là, qu'est-ce que fait le 644? Le 644, en fait, il va permettre aux propriétaires de pouvoir lire et modifier. Par contre, les autres utilisateurs, ils sont capables uniquement de lire, c'est tout. Globalement, c'est ça. Ok, donc là, c'est fait. On va faire une autre modification du coup sur script. Donc là, mais cette fois-ci sur tout le dossier script. Chmod, pardon. Chmod 555 script. Maintenant sur tout le dossier script et on va lui dire écoute 755 qu'est-ce qu'il permet? Il permet au propriétaire de tout faire. Donc c'est pour ça que le 7 c'est pour propriétaire. Il va pouvoir tout faire, il va pouvoir lire, éditer, exécuter, etc. Et les autres utilisateurs vont pouvoir lire, exécuter seulement. Et voilà. Et donc pour le dernier qui vont être extrêmement sensibles, donc ce sera pour le backup, les sauvegardes. Donc 7 pour le propriétaire, il va pouvoir tout faire, éditer, supprimer, faire ce qu'il veut. Par contre 0 et 0 pour tous les autres utilisateurs, qu'ils soient du même groupe ou pas. Donc là, ça sera 0,0 pour dire que ça sera un accès refusé total. Donc ils peuvent ni lire, ni exécuter, ni rien faire. Donc là, après, on va pouvoir spécifier le bon dossier sauvegarde, ok? Et c'est bon. Et maintenant, si on fait NLS, ici, NLS avec L pour avoir plus de détails, on voit bien que là, le document, il est bien en 644. Ici, on voit bien que 6 pour le propriétaire, il a le droit de lire. On voit bien déjà que c'est un directory, c'est un document. Lire, écrire et exécuter. Donc, par contre, les autres, là, ils vont pouvoir seulement lire et exécuter, ils vont pas pouvoir écrire. Voilà, on voit bien ici. Et pour sauvegarde, on voit bien que tous les autres, ils peuvent rien faire. Par contre, le propriétaire, il peut tout faire. Voilà, globalement, pour cette partie. Maintenant, on va passer à la partie gestion des utilisateurs, donc la partie 6. Donc là, on nous dit créer un nouvel utilisateur nommé DevOps01, lui attribuer un groupe, puis les autorisations nécessaires pour travailler sur le serveur sans compromettre la sécurité. Donc là, j'ai pris l'initiative d'écrire déjà les commandes pour gagner un peu de temps. Donc j'ai fait un sudo user-m DevOps01. Donc là, c'est pour créer l'utilisateur DevOps01. Là, on me demande un mot de passe juste pour pouvoir faire cette action. Donc, c'est une autorisation de côté système, mon côté système. Donc, une fois que l'utilisateur a été créé, on passe à lui mettre un mot de passe. Ce sera sudo passwd, le nom de l'utilisateur. Là, on nous demande de saisir le mot de passe de cet utilisateur. Donc, on saisit 2 fois. Et là, on me dit password updated successfully. Donc, il a bien été mis à jour. Donc là, on va créer un nouveau groupe qui va s'appeler DevOps. Dans ce groupe-là, on va ajouter l'utilisateur DevOps01 dans le groupe DevOps avec cette commande usermod-ag. Et donc là, si je fais un ID de DevOps01, donc de cet utilisateur, on voit bien qu'il porte l'ID 1001. Et si je le compare avec mon utilisateur actuel qui va être Rezak, il a l'ID 1000 et c'est tout à fait normal. Donc on voit bien ici le groupe et le groupe. Voilà, le groupe associé. Donc ici, on voit bien que cet utilisateur, il appartient au groupe DevOps. Parfait, donc maintenant on va continuer. Donc on va maintenant attribuer un dossier de travail. Donc on va par exemple créer sudo, sudo. Ouais, avec sudo, on va pouvoir avoir des autorisations. Donc sudo, on va créer un dossier qui va s'appeler opt, d'accord? Et dans opt, on va créer quelque chose qui va s'appeler infrasquat, par exemple. Ok, super. Maintenant, on va donner des permissions à cet utilisateur uniquement. Donc, Shaun,
chown pour propriétaire. On va spécifier l'utilisateur 01 qui devra avoir le groupe DevOps avec ce chemin-là. OK. Donc là, je vais vous expliquer juste une dernière chose. Je fais un dernier chmod 550 pour dire que là, le propriétaire pourra lire, exécuter et modifier. Les autres utilisateurs du même groupe vont pouvoir seulement lire et exécuter, mais ils ne vont pas pouvoir modifier. Et tous les autres utilisateurs en dehors du groupe là, ils vont rien faire. Enfin, ils vont même pas avoir un accès autorisé. Ok. Donc là, pour ce chemin-là, toujours, hein. Ok. Donc si je fais un ls du directory opt infrasquat, qu'est-ce qui va s'afficher? Donc là, on nous dit que ce répertoire, il aura comme permission le propriétaire, il va pouvoir tout faire. Le comment on appelle ça? Les utilisateurs du même groupe de DevOps vont pouvoir seulement lire et exécuter. Tous les autres utilisateurs vont pouvoir rien faire. Donc on aura l'utilisateur, le propriétaire, ça va être l'utilisateur 01. Et après ici le groupe c'est DevOps. Donc ceux qui appartiennent à ce groupe-là vont pouvoir faire uniquement ça. Voilà. Donc voici pour cette partie. Nous arrivons maintenant à la fin de ce TP fil rouge. À travers cette mission, vous avez pu mettre en pratique les principales notions abordées depuis le début de cette série Linux, la navigation dans le système, la recherche de fichiers, les variables d'environnement, les permissions, les gestions d'utilisateurs et bien d'autres concepts essentiels. Concernant les parties SSH, en l'occurrence la partie 7 et 8, qui concerne SSH et SCP, je préfère être totalement transparent avec vous. Au moment de l'enregistrement de cette vidéo, je ne dispose pas encore d'infrastructure complète avec plusieurs machines virtuelles pour vous montrer une démonstration réaliste de connexion entre serveurs. Mais rassurez-vous, c'est un sujet que je compte aborder prochainement dans une vidéo dédiée. Nous mettrons en place plusieurs machines, nous allons générer des clés SSH, nous allons les configurer avec authentification sans mot de passe et nous allons réaliser le transfert des fichiers avec SCP dans un environnement proche de ce qu'on envoie en entreprise. En attendant, je vous encourage à reproduire les TP de enfin du moins les exercices de ce TP, à expérimenter par vous-même et surtout à rester curieux. Dans l'informatique, la progression vient surtout avant la pratique, avant tout avec la pratique, pardon, et de la régularité. Merci en tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si ce contenu vous aura été utile, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne InfraSquat pour soutenir ce projet et ne manquer aucune prochaine vidéo. Et d'ici là, n'arrêtez jamais d'apprendre et à très bientôt pour de nouvelles aventures autour de l'Unix, du cloud et surtout du DevOps. Merci à tous.